Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être présents avec nous pour ce webinaire portant sur la conformité, sur les questions liées à la RSE. Donc, on va voir dans ce webinaire, on a essayé de le faire de manière un petit peu ramassée en une demi-heure. L'idée étant de vous donner un premier vernis avec des informations qui vont vous être le plus pratique possible pendant cette demi-heure. Donc, on va voir le cadre législatif et l'ensemble des leviers de performance qu'on peut en obtenir, qu'on soit un praticien ou que l'on soit une TPE-PME. Donc, ce qu'on va commencer déjà par faire, c'est se présenter. Gaëlle, qui es-tu? Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est bon? Je suis donc Gaëlle Scheller-Texier, spécialiste en communication RSE et Oui, fondatrice de oui, Dodi, qui est donc un merci. logiciel qui simplifie l'accès à la RSE pour les petites et moyennes entreprises en leur permettant d'améliorer leur impact sociétal et environnemental et de gagner en visibilité. Eh bien, impeccable. Et Karine qui a réussi à nous rejoindre. Qui es-tu, Karine? Oui, je vous prie de m'excuser. Donc, Karine Plénat, je suis expert comptable. Je me viens de m'installer sur la région troyenne. Je suis spécialisée dans la fiscalité, bon, comme bon nombre de mes confrères. Néanmoins, j'ai une spécialité notable sur les bilans carbone qui a fait l'objet, en fait, du coup, de mon mémoire. Donc, j'ai une bonne connaissance en la matière. Eh bien, donc, vous avez l'expert RSE, vous avez l'expert comptable qui est spécialisé sur les questions RSE, et vous avez le chef d'entreprise, lambda, qui travaille avec des collaborateurs et qui vous apportera aussi sa propre expérience et les questions que l'on peut se poser quand on est chef d'entreprise de TPE-PME. Donc, Jean-Sébastien, je suis fondateur d'une start-up qui emploie un peu plus d'une dizaine de collaborateurs et qui travaille sur les sujets de conformité en protection sociale des TPE-PME et on adresse ce sujet directement auprès des cabinets d'expertise comptable. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est définir les termes. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir, même si on est tous censés savoir plus ou moins ce que c'est que la RSE, qu'est-ce que la RSE? Alors, je vais donc m'intéresser un court instant à sa définition. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est une démarche qui repose sur trois piliers, que sont l'environnement, le social et l'économique, et qui encourage les entreprises à agir de manière responsable envers leurs employés, envers la société et envers l'environnement, tout en leur permettant donc à ces entreprises d'être économiquement viables. Je vais revenir aussi sur un terme qu'on entend de plus en plus, qui est celui de l'ESG pour environnement social et gouvernance, et qui repose également sur le pilier donc de l'environnement, sur celui du social, auquel s'y adjoint celui de la gouvernance, qui a donc trait à la manière dont l'entreprise est dirigée, que ce soit la transparence dans ses opérations, la conduite des affaires, etc. Et donc la RSE et l'ESG partagent les mêmes objectifs qui vont être de créer un impact positif tout en garantissant une gestion durable et responsable. L'évolution historique de la RSE, c'est intéressant de s'y intéresser puisque c'est un concept qui a environ 70 ans et qui est sorti donc de la publication d'un livre qui met en exergue pour la première fois l'idée que les entreprises ont donc des responsabilités envers la société. La RSE, donc au départ, c'est vraiment quelque chose qui est une démarche volontaire et qui s'est développée donc sur des cadres non contraignants tels que l'ISO 26000, qui est donc apparu en 2010 et qui est une sorte de guide qui va édicter des préconisations que les entreprises de tout secteur et de toute taille peuvent suivre, mais de manière volontaire, en vraiment agissant selon leur propre liberté et selon leurs moyens. Par contre, à partir de 2019, les choses commencent à se corser petit à petit pour les entreprises et on passe peu à peu d'une démarche volontaire à un cadre quand même plus contraignant, avec l'arrivée notamment de la loi Pacte en 2019, qui incite les entreprises à intégrer des enjeux sociétaux et environnementaux, notamment au sein de leur statut juridique, avec l'arrivée également du Green Deal européen qui va vraiment imposer des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050 et avec l'arrivée aussi de la taxonomie européenne qui va vraiment orienter les financements, notamment les financements publics, vers des activités durables.
Donc, comme on le voit, ce sont des évolutions qui sont encore centrées au départ sur les grandes entreprises, mais qui exercent vraiment peu à peu une pression croissante sur les TPE et PME via leur chaîne de valeur et également via les marchés publics. Alors, je crois qu'on aborde justement derrière l'évolution du contexte législatif. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Et justement, l'intérêt de ces slides, c'est de voir que les questions RSE s'adressent de plus en plus, tout simplement à la TPE-PME, qui sont les clients des cabinets d'expertise comptable. Alors, effectivement, on voit que peu à peu, la RSE s'intègre vraiment dans le contexte législatif européen et français et que les choses évoluent de manière assez significative, puisque donc depuis l'arrivée de la loi Grenelle, des deux lois Grenelle en 2009 et 2010, qui ont vraiment marqué le tournant législatif, il y a des nouvelles lignes de conduite que les entreprises doivent adopter et qui impliquent vraiment des changements structurels et de long terme. La CSRD, dont on entend de plus en plus parler, en est vraiment le parfait exemple. C'est vraiment une directive européenne qui impose dès 2024 des normes de reporting vraiment strictes pour les grandes entreprises qui s'étendent petit à petit à partir de cette année 2025 et qui va impacter par effet de capillarité les plus petites entreprises. Pour terminer vraiment sur le contexte législatif et donner un exemple, depuis le 1er janvier 2025, les zones à faible émission qu'on appelle ZFE, et donc le dispositif critère, qui est la vignette que l'on doit mettre sur nos véhicules, impose des restrictions qui sont de plus en plus strictes. Et ces mesures, on voit qu'elles découlent du cadre justement législatif et de la directive Green Deal, enfin du Green Deal européen. Et on peut voir que ça commence déjà à impacter les entreprises, puisque à Clermont-Ferrand, par exemple, depuis le 1er janvier, ce sont plus de 1200 vieux véhicules professionnels qui n'ont plus accès à l'agglomération. Et, euh, et, euh, et donc, cette restriction entraîne pour ces professionnels des retards, une perte de clientèle, une réorganisation coûteuse des tournées. Et donc, sans anticipation, on voit que ces entreprises sont impactées directement par ce cadre législatif. Donc là, on vient de voir le côté contrainte, c'est-à-dire les nouvelles obligations et le fait de ne pas pouvoir continuer à réaliser l'ensemble de son activité comme on le faisait auparavant. Mais si je crois bien comprendre, c'est aussi des éléments d'opportunité. Et ces éléments d'opportunité, bien justement, l'expert comptable est en capacité d'apporter un certain nombre de conseils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment on peut saisir les opportunités liées à ces évolutions légales, Karine? Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, en tant qu'entrepreneur, votre rôle, c'est votre métier. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez confiance dans votre partenaire, notamment un partenaire qui est privilégié, c'est l'expert comptable, qui se fera assister par des experts comme Dodi, c'est pareil. On est là pour vous conseiller et pour vous orienter et vous décharger de cette tâche. De ce fait, on va chercher à faire des financements en recherchant des subventions éventuellement. Il faut bien se dire que c'est un travail titanesque, notamment lorsqu'on parle de bilan carbone, puisqu'en fait, il y a scope 1, 2 et 3. Les scope 1, c'est les émissions directes, 2, indirectes, mais sur l'énergie, et 3, on va chercher les clients et les fournisseurs. C'est pour ça que les grosses entreprises sont amenées à faire cette démarche-là. Mais vous, en tant qu'artisan qui travaillez avec ces grosses entreprises, vous serez soumis à cette obligation puisqu'ils vous demanderont. Donc, autant prendre le virage de suite et ne pas souffrir de la RSE. Alors, comment on peut mettre en place ces démarches au sein de mon entreprise, d'une TPE-PME? Il faut faire un audit. On n'a pas le choix. Il faut passer par un audit précis de l'ensemble du cycle de production, aussi bien administratif que dans la production. Comme Gaëlle le disait tout à l'heure, il faut bien se dire qu'à aujourd'hui, on a le critère. Le critère est plus restrictif à aujourd'hui. Donc, toutes les entreprises où il y a du transport sont totalement impactées. Donc, pour éviter d'en souffrir et bien prendre le virage, c'est maintenant, on fait l'audit et on l'anticipe. Il faut savoir que nous, en tant qu'experts de la RSE,
on est au courant de ces évolutions législatives et on est là pour vous accompagner et optimiser le coût afin que vous perdiez au minimum d'argent sur l'impact RSE. Vous vous consacrez sur votre métier et nous, on vous accompagne. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on se dit, bah, pourquoi l'expert comptable alors qu'il y a des experts des métiers RSE, etc. C'est que votre cabinet d'expertise comptable, si vous voulez, concrètement, il y a l'image du médecin généraliste, c'est-à-dire qu'il connaît tout sur vous, il a accès à l'ensemble des informations que l'expert RSE n'aura que si et seulement si vous lui communiquez, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas pertinentes. Donc, tout l'intérêt de la chose, que ce soit effectivement directement votre cabinet d'expertise comptable qui vous accompagne pour entre guillemets, manager l'ensemble de ces éléments et même interpeller l'expert RSE en lui disant, est-ce que tu as vu telle information? Est-ce que c'est bien pris en considération? Tel résultat m'étonne parce que moi j'ai telle information, etc. Eh bien, ça vous permettra d'avoir quelque chose eh bien, de particulièrement adapté et sur mesure par rapport à vos besoins précis. Comme on parle aussi de RSE, je fais une toute petite parenthèse sur l'activité de Vasa. Dans RSE, vous avez aussi la partie sociale. Donc, notez simplement que nous, chez Vasa, on intervient aussi sur les questions, comme je le disais, sur les questions liées à la conformité en protection sociale. L'idée, c'est que ce qu'on sait, c'est que les TPE, PME, comme même si elles veulent bien faire, et globalement, elles veulent bien faire, eh bien, les sujets de protection sociale, donc je parle des complémentaires santé, la prévoyance, etc. Globalement, nous, quand on réalise un audit, le fameux audit, sur l'ensemble de ces sujets, eh bien, on a 84% des dossiers qui reviennent avec des problématiques de conformité. Et ce qu'on sait, c'est que les cabinets d'expertise comptable, eux aussi, n'ont ni le temps ni les moyens d'accompagner leurs clients sur l'ensemble de ces sujets. Et pourtant, les TPE-PME considèrent que c'est de la responsabilité des experts comptables de faire ces missions. Et donc, on le fait, l'ensemble de cette opération, pour accompagner les experts comptables et leurs clients dans la mise en conformité de l'ensemble de ces sujets-là, pour s'assurer bah, que tout simplement les uns et les autres soient en sécurité. Et par la même occasion, il y a aussi potentiellement des économies de coûts à réaliser. Super. C'est pour Oui, ça, excuse-moi, je t'interromps, Jean-Sébastien, mais c'est vrai, c'est là tout l'intérêt. C'était un travail d'équipe entre différents experts. C'est lors de la réalisation de mes mémoires, et je ne vais pas faire tout le législatif dessus, mais il y avait une importance phénoménale, c'est que l'on connaît certaines choses en tant qu'expert comptable, mais il y a d'autres experts qui sont plus spécifiques dans le métier, notamment Vasa ou Dodi. Donc, c'est vraiment un travail de groupe qui doit être fait et qui décharge l'entreprise, et vous avez des experts qui sont dessus. Gaël, est-ce que tu veux ajouter des éléments sur la mise en place du protocole RSE? Alors, pour mettre en place un protocole RSE, évidemment, il faut s'adapter à l'entreprise. Alors, certaines entreprises peuvent accéder à du conseil RSE classique via des cabinets. Pour d'autres entreprises plus petites qui ont moins de ressources, d'autres dispositifs peuvent exister. Donc, il y a des diagnostics RSE qui peuvent être pris en charge en partie par l'ADEME, par exemple, mais il y a aussi des logiciels comme Dodi, par exemple, qui vont simplifier la mise en place de démarches RSE de manière concrète et accessible au sein des TPE et des PME et qui vont permettre vraiment aux entreprises d'identifier des actions prioritaires à mettre en place grâce à un diagnostic RSE en ligne, proposer un plan d'action sur mesure à l'entreprise, faciliter justement la collecte de pièces justificatives via un audit interne et mettre en place un scoring ESG qui valorisera les efforts de l'entreprise. Ce type de logiciel permet également la publication automatisée de rapports RSE qui sont certifiés et qui vont renforcer l'image de marque de l'entreprise et lui ouvrir de nouvelles opportunités, comme justement l'accès à des financements ou l'ouverture à de nouveaux marchés. Voilà pour Dodi. Si vous Et souhaitez, alors, ce que tu n'as pas dit, et ce qui me semble important, Gaël, c'est de oui. dire que je crois que tu es dans une phase de bêta où globalement on va pouvoir s'inscrire pour ceux qui le veulent. Et je crois même que tu as fait une proposition qui est assez intéressante là-dessus. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir un premier niveau d'accompagnement, il y a quelque chose que tu as prévu.
Alors exactement, merci Jean-Sébastien. On lance notre bêta-test donc gratuit pendant 2 mois à partir de ce lundi 13 janvier, donc qui permettra également aux entreprises de pouvoir donc avoir ce diagnostic, ce plan d'action et également accéder à du conseil RSE sous forme de micro-learning. Donc à toutes celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à vous préinscrire sur notre site. Alors, ce qu'on a vu les contraintes, on a vu comment on pouvait mettre ça en place. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, bah, très bien, j'ai un cadre législatif, on m'empêche de faire mon activité comme j'avais l'habitude de le faire, mais est-ce que j'ai un intérêt autre que simplement de me plier à la loi? Alors, oui, il y a un intérêt qui est majeur, c'est celui justement euh, de la performance des entreprises et donc de la compétitivité qui est permis par la mise en place d'une démarche RSE. Donc, on peut dire un premier point, c'est que la RSE va permettre aux entreprises de se mettre en conformité et avec toutes les lois dont on a parlé tout à l'heure, les entreprises doivent rendre des comptes et anticiper ces exigences. Ça va vraiment permettre aux entreprises de transformer ces contraintes en opportunités. On peut aussi citer justement les banques qui offrent désormais vraiment des avantages aux entreprises à impact, comme la BNP Paribas avec le financement à impact, qui va proposer aux entreprises des taux, une bonification des taux si les entreprises atteignent leurs objectifs ESG. Donc on voit vraiment que la mise en conformité, c'est quelque chose qui permet aux entreprises de sécuriser leur activité. Mais la RSE, ça va être aussi permettre aux entreprises de se différencier de la concurrence. Quand on voit qu'aujourd'hui, 48% des consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits plus responsables et qu'en France, 78% des fournisseurs sont d'ores et déjà sollicités par leurs donneurs d'ordre sur des enjeux RSE et qu'ils sont donc 82% à avoir des difficultés pour y répondre. Donc, pour parler vraiment de se différencier de la concurrence, pour vous donner un exemple, les appels d'offres aujourd'hui incluent des critères RSE qui vont forcer les entreprises à s'adapter pour rester compétitives. Et par exemple, une entreprise dans le BTP qui pourra prouver ses actions RSE, par exemple sur la gestion des déchets ou la sécurité au travail, aura plus de chances de remporter un marché qu'une entreprise qui n'a pas mis en place d'actions RSE ou qui ne les a pas documentées. Et enfin, le troisième point, c'est que la RSE permet aussi de limiter les risques et de sécuriser l'activité économique des entreprises. Ça va permettre de renforcer la résilience des entreprises en période de crise. Et on l'a vu lors de la crise du Covid-19, 94% des entreprises ont vu leur chaîne de valeur perturbée par cette crise du Covid. Et ça illustre vraiment l'importance de mettre en place un plan de réaction rapide pour limiter justement les pertes en cas de crise, que ce soit accident du travail, non-conformité, etc. Karine, est-ce que tu veux ajouter un élément sur cet aspect-là? Oui, totalement. En fait, la RSE, ça permet aussi de faire des économies. Ça peut être contradictoire, mais c'est quelque chose qui est vrai, puisqu'en fait, on peut améliorer son image de marque. Comment on fait son image de marque et image de marque employeur? Parce qu'en fait, on va avoir tous nos salariés vont être investis et ça va créer une réelle team et ça va être sur un cercle honorifique au niveau de l'entreprise. De plus, on va développer des nouveaux marchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, à aujourd'hui, si on ne fait pas de la RSE, certains marchés vous seront fermés, notamment lorsqu'on fait des appels d'offres. À aujourd'hui, il y a des réponses à faire sur les appels d'offres concernant la politique RSE. Lorsque l'on ne peut pas répondre, on ne peut même pas déposer le dossier. Et ça, je l'ai eu constaté par rapport à des entreprises dans la menuiserie ou sur lesquels ils n'ont même pas répondu. Ils auraient pu faire le marché, mais ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils ne connaissaient pas le taux d'émission de leur fenêtre. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire et qui va permettre de développer votre entreprise. Par ailleurs, on va avoir un accès innovant puisque vous allez devoir aller chercher des produits qui seront un peu plus hors marché et pourquoi pas? Regardez, sur Troyes, il y a bien eu des bâtiments qui ont été faits en chambre, il me semble. Donc, du coup, tout ça va permettre de faire
un gain de production. Et par ailleurs, l'ensemble des parties prenantes, donc aussi bien la banque, BPI, pourront en fait donner des taux bonifiques, hein, comme parlait Gaël, pour justement encourager toutes les entreprises qui ont recours à la politique RSE. Alors, si je devais conclure et vous me dites si je dis une bêtise, je vais utiliser quelques termes bien connus dans le monde de l'entrepreneuriat, la fameuse théorie du ruissellement. Déjà, premier point, c'est que concrètement, les grands groupes sont déjà très impactés par la problématique de la RSE. Et on le sait tous, les grands groupes travaillent avec des TPE-PME. Et de plus en plus, pour travailler avec des TPE-PME, ils vont être contraints de s'assurer que ces fournisseurs leur respectent effectivement l'ensemble des obligations, l'ensemble des éléments RSE et parfois même vont au-delà de leurs obligations pour avoir ces attestations qui leur permettent de répondre à leurs propres obligations. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que on parle d'innovation, on parle effectivement d'obligations et de contraintes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est en marketing, on parle d'une stratégie, on parle de la stratégie de l'océan bleu par opposition à l'océan rouge. Qu'est-ce que c'est que l'océan rouge? C'est l'océan où globalement il y a tous les pêcheurs qui sont présents et l'océan bleu, c'est là où il n'y a pas de pêcheurs, où il y a encore trop peu de pêcheurs. Et ce qui s'avère, c'est que l'ensemble des grands groupes sont contraints d'aller se présenter comme des petits poissons dans cet océan bleu. Et il y a beaucoup de demandes dessus, alors que de l'autre côté, vous allez avoir un espace qui va se restreindre de plus en plus. Donc, la question qui se pose, c'est effectivement, n'est pas de savoir si vous allez devoir ou pas respecter l'ensemble des questions liées à la RSE, c'est de prendre les marchés tels qu'ils sont disponibles au moment T, c'est-à-dire maintenant et pas demain, parce que demain, eh bien, en fait, ce qui sera passé, c'est que ces grands groupes, ces grandes institutions, etc., auront choisi leurs fournisseurs de confiance et auront commencé à travailler dessus. Et donc, les marchés, pour aller les conquérir, ça sera des marchés de reconquête, alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un marché vierge à prendre en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Gaëlle et Karine? Tout à fait. Si j'aurais pas dit mieux, écoute Jean-Sébastien, tu as très bien résumé. Et je pense que si on peut prendre un exemple concret, à aujourd'hui, lorsqu'on est sous-traitant, que nous demande notre donneur d'ordre de fournir des attestations de compte à jour. Donc ça, c'est une obligation qui leur est tenue. Et dans le même esprit, la RSE, il faudra fournir une attestation comme quoi on est dans la RSE. Tu as très bien répondu, je ne dirais pas mieux. Merci. Alors, comment peut-on faire si on souhaite creuser un peu plus le sujet et avancer sur l'ensemble de ces éléments? Karine. Alors, vous pouvez très bien prendre contact donc, du coup, avec moi, donc Karine Pléna sur mon LinkedIn. Bon, l'adresse mail vient tout juste de changer, donc je n'ai pas transmis l'information, donc je la redonnerai. Vous prenez contact, on fait un premier rendez-vous afin de vérifier vos besoins et après on voit si on peut travailler ensemble. Et donc, Gaëlle? Alors, rendez-vous sur le site internet de Dodi pour les préinscriptions pour ceux qui veulent voilà, commencer à initier ou améliorer leur démarche RSE. Et sinon, comme pour Karine, vous avez accès à mon adresse mail. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et voilà, je serai vraiment heureuse de pouvoir vous accompagner dans votre politique RSE. Et puis donc, Jean-Sébastien, si vous avez des besoins d'accompagnement sur les questions liées à la conformité en protection sociale, donc vous avez le site VASA, vous pouvez aussi me contacter directement sur LinkedIn ou par mail, suivant votre préférence, et on sera fort de vous apporter les meilleurs accompagnements possibles. Est-ce qu'on a des questions? Je ne crois pas avoir vu de questions. Alors, si vous en avez, vous pouvez effectivement ne pas hésiter à nous les poser. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas vus et qui mériteraient pendant ce temps, Gaëlle, Karine, qu'on creuse? Alors moi, j'ai un point sur justement le fait pour les entreprises qu'il est nécessaire d'agir rapidement, puisqu'aujourd'hui, il y a encore de nombreuses aides financières qui sont disponibles et qu'à mesure où la RSE devient obligatoire, ces aides-là risquent de disparaître. Donc c'est vraiment indispensable pour les entreprises
de bénéficier de ces soutiens qui vont faciliter leur transition. Et on le voit, hein, ces aides, elles tendent tout doucement à disparaître, avec par exemple la subvention pour le dispositif DIAC Décarbone Action, qui a été réduite à partir de ce 1er juillet 2024 et une subvention qui est passée de 60 à 40%. Donc, s'engager maintenant pour les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, ça vraiment permet de se préparer aux futures obligations légales et ça leur permet vraiment de ne pas en subir les contraintes, quoi. Ça, de toute façon, on l'a tous connu, hein, notamment sur les travaux d'économie d'énergie. Par exemple, sur les domiciles, à un moment, c'était largement subventionné, voire quasiment gratuit, de réaliser l'ensemble de ces travaux. Et plus ça va, bah, plus on se retrouve non seulement avec une obligation, c'est-à-dire, par exemple, pour les propriétaires bailleurs, bah, si vous arrivez en dessous d'une certaine note, vous ne pouvez plus louer, tout simplement, et vous n'avez plus d'aide, tout simplement. Donc, vous vous retrouvez avec un bien qui n'a plus aucune valeur, sur lequel vous devez réaliser des travaux, alors qu'il n'y a pas de revenus de l'autre côté. Donc concrètement, bah, vous allez devoir les liquider pour un prix, un vil prix. Donc effectivement, si on met cet élément-là dans le cadre de l'entrepreneuriat, bah, revendre une entreprise parce qu'on n'a pas les capacités de financer son adaptation, alors qu'on peut le faire aujourd'hui en étant financé et en captant de nouveaux marchés, ça serait un petit peu dommage, quoi. Karine, est-ce que tu veux préciser un autre élément? Non, hormis que c'est pas que la RSE, c'est pas qu'un mouvement en fait, c'est pas qu'un mouvement de fond, quelque chose de tendance. C'est quelque chose qui est vraiment profond et qu'il ne faut pas sous-estimer. On a, je pense, tous des problèmes de recrutement, de turnover qui peut être plus ou moins important selon et le fait que l'ensemble de vos salariés puissent avoir vraiment une attache en fait à votre entreprise parce que vous avez cette politique un peu RSE, on fait attention, ça peut justement donner tout un engouement et ça fait vraiment votre marque employeur. C'est au-delà on va au-delà des chiffres. À ce moment-là, on va au-delà des chiffres et derrière, lorsque vous avez un problème de turnover, et ben là, je vais vous le ramener aux chiffres. Et ben là, oui, en effet, vous pouvez perdre de l'argent, vous perdez, et c'est des coûts cachés. Donc, je pense que c'est aussi, au-delà des obligations, c'est vraiment un argument qui peut faire que vous êtes une entreprise vertueuse et qui peut donner envie, en fait, à certains salariés, tout du moins, de venir travailler avec vous et de continuer à développer votre entreprise avec le RSE. Eh ben, merci, je pense que ça peut nous faire une super conclusion, Karine. Merci Gaël, merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. On vous le transmettra en replay, vous aurez la possibilité de le reconsulter. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous avez vu, donc vous avez le LinkedIn de Karine, vous avez le site de Gaël, et puis vous pouvez aussi me recontacter directement.